Et j'ai le plaisir d'accueillir David Engels. Bonjour David. Vous allez nous parler Bonjour Richard. aujourd'hui du cordon sanitaire. Quelle lecture faites-vous des 3 élections en cours ou qui viennent d'avoir eu lieu en Europe, Roumanie, Pologne et Portugal? Oui, ce fut une nuit électorale passionnante dernier dimanche. Le second tour des élections présidentielles en Roumanie, le premier tour des présidentielles en Pologne et en plus les élections parlementaires au Portugal. Et pour directement anticiper l'analyse, partout, la droite est rentrée dans le ring avec de très grandes attentes et a remporté des succès importants, impressionnants, mais cela n'a suffi nulle part pour réaliser une vraie percée, et ce pour des raisons très claires comme nous le verrons. Revenons alors aux résultats. Pour le public français, c'est sans doute la situation roumaine qui est la plus connue. Après l'annulation du premier tour des élections en novembre 2024, le vainqueur de l'époque, M. Georgescu, ayant prétendument bénéficié d'un avantage décisif grâce à la gérance russe, avait été exclu de la compétition. Ce fut alors un autre politicien conservateur et eurosceptique, Georges Simion, qui a su attirer à lui le vote patriotique et remporter alors une victoire décisive avec 41% des voix lors du premier tour du nouveau scrutin. Au second tour, ce dimanche-ci, cependant, c'est le candidat libéral, soutenu par l'Union européenne et maire de Bucarest, Nicu Dan, qui s'est imposé de manière extrêmement surprenante, passant de 21% au premier tour à 53% au second tour, tandis que Simeone n'a réussi à obtenir que 46% en comparaison avec les 41% du premier tour. Alors, que s'est-il passé? Certes, le taux de participation a augmenté dans le même temps, passant de 53 à 64%, mais les médias de droite se sont très rapidement emparés de l'information selon laquelle il y aurait eu des irrégularités massives, notamment le vote d'électeurs décédés depuis longtemps, sans parler d'une campagne médiatique massive menée par les médias habituels de gauche roumains et européens. Le directeur du réseau social Telegram a même rapporté que les services secrets français avaient exercé des pressions sur lui pour qu'il place les candidats conservateurs aussi bas que possible dans les algorithmes. Alors, bien évidemment, nos services ont nié la chose, ou en tout cas ont nié que ce soit sur cette chose-là précise qu'ils avaient contacté le directeur de Telegram. Oui, cela va de soi. Et en effet, cette information peut probablement même être considérée comme un genre d'intox compte tenu de l'orientation pro-russe de Telegram. Mais toujours est-il que l'on peut supposer que les forces prétendument démocratiques ne se sont guère montrées moins intrusives dans le processus électoral que les Russes en 2024. Une lecture des événements confirmée d'ailleurs par les autorités américaines qui mettent aussi en doute le résultat final des élections. Néanmoins, la conséquence est claire, le système s'est une fois de plus sauvé vers un nouveau mandat en Roumanie. Mais continuons, le même jour, des élections présidentielles ont également eu lieu en Pologne, mais seulement le premier tour. Là aussi, il y a eu quelques surprises. Alors certes, le candidat libéral, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, a obtenu, comme le prévoyaient les sondages, une majorité relative de 31% des voix, mais son adversaire, le conservateur Karol Nawrocki, s'est toutefois rapproché de ce résultat avec un score respectable de 29,54%, soit nettement plus que dans la plupart des sondages qui le donnaient uniquement 25%. Très loin, évidemment, des 43% jadis obtenus par Duda au premier tour en 2020. Le taux de participation a également été extrêmement élevé cette fois-ci, avec 67%, signe que la Pologne est consciente que ces élections détermineront si Donald Tusk pourra poursuivre sans encombre sa restructuration brutale de la Pologne, soutenue de manière inconditionnelle par Bruxelles, ou si un président conservateur continuera de l'en empêcher grâce à son droit de veto. Mais notons tout de même aussi une autre surprise. Le parti Confederacja, jusqu'alors relégué à l'extrême droite, de l'extrême droite, dans le jargon des médias, a obtenu 14% des voix avec son candidat Sławomir Mencen, auquel il faut encore ajouter les 6% aidés obtenus par son rival Grzegorz Braun. Ainsi, au total, le camp de la droite voit à la fois un redéploiement très clair des votes se détournant d'un PiS discrédité et vieilli vers la droite, et la certitude qu'il totalise toujours près de 50% des voix au total. Et est-ce que il faut s'attendre à un tel ralliement au second tour des électeurs de Mensen et de Braun à Nawrocki?
Certainement pas dans leur totalité, car une défaite du PiS signifiera probablement le début de l'implosion de ce parti et dont profiteront évidemment les autres petits partis de droite. Mais en même temps, la pression politique en Pologne est telle que tous les partis de droite commencent à comprendre qu'une victoire de Trzaskowski signifiera aussi leur arrêt de mort politique pour les 10 ans à venir. Et d'une manière ou d'une autre, les résultats sont véritablement une surprise, dans la mesure où, dans une Pologne en pleine dérive vers la gauche, les conservateurs polonais ont non seulement été soumis à une campagne médiatique massive, mais où Nawrocki a également été impliqué dans un scandale sordide autour d'un appartement à Gdansk, où la dotation du PiS a été réduite de 3 millions d'euros, en raison de prétendues irrégularités, et où tout subside étatique aux médias conservateurs a été supprimé. Et bien sûr, les médias n'ont cessé d'inviter des soi-disant experts exprimant la crainte, désormais routinière, que l'armée de trolls russes n'intervienne dans les élections en faveur des conservateurs. Il sera donc hautement intéressant de voir si le système en place parviendra à prendre le contrôle de la présidence après s'être emparé du gouvernement, ou s'il restera au moins un îlot de résistance conservatrice en Pologne. Mais passons maintenant au troisième résultat électoral, tout aussi surprenant de ce dimanche, le Portugal. Alors, le parti centriste au pouvoir, le AD, dirigé par Luís Montenegro, n'a pas réussi à réaliser une percée massive, mais a tout de même progressé de 3,8% au total pour atteindre donc un score de 32,7% malgré les scandales qui l'ont éclaboussé. Mais alors en revanche, le nouveau parti de droite, Chega, a obtenu 22% des voix, un résultat impressionnant si l'on considère que ce parti n'avait recueilli qu'un peu plus de 1% des voix en 2019. Les perdants de ces élections sont très clairement les socialistes, qui, avec 23,3% des voix, sont désormais presque à égalité avec Chega. Une défaite cuisante et sans doute la fin du système bipartite portugais actuel. Néanmoins, le vainqueur centriste a explicitement exclu toute alliance avec Chega et semble vouloir former un gouvernement minoritaire toléré par les socialistes. On retrouve donc ici aussi une configuration dans laquelle la victoire de Chega exercera sans doute une certaine pression au Parlement, mais ne pourra finalement traduire son succès en mesures politiques concrètes. Alors, quelle lecture proposez-vous de ces résultats? Alors dans l'ensemble, le résultat est donc plutôt mitigé, comme tant d'autres ces dernières années. Le système libéral-gauchiste, que l'on annonce régulièrement moribond, est nettement plus résilient qu'on le pense, surtout grâce à ses ramifications médiatiques et institutionnelles très étendues et à l'influence massive de l'Union européenne et des multiples ONG pro-démocratiques grassement financées. Ainsi, les élites traditionnelles resteront en place pour une nouvelle période électorale, tandis que les conservateurs restent bien enfermés derrière ce fameux cordon sanitaire et fourniront même involontairement aux médias le scénario de menace habituel permettant à leurs adversaires de se maintenir au pouvoir en prétendant défendre la démocratie. Alors quelle sera la suite? Jusqu'à quand ce fragile équilibre tiendra-t-il? La digue finira-t-elle par céder un jour dans toute l'Europe, emportée par la pression croissante des forces conservatrices? La pression des États-Unis va-t-elle changer la donne tout en transformant la droite européenne en autant de vassaux des républicains américains que les partis libéraux et de gauche l'ont été pour les démocrates? Ou bien les conservateurs seront-ils condamnés à ne constituer qu'une opposition éternellement marginalisée, tolérée seulement lorsqu'ils auront accepté de se soumettre au code du système libéral qu'ils prétendent combattre, comme en Italie ou aux Pays-Bas? Car il faut le dire, partout, les conservateurs semblent autorisés à monter en puissance, mais à la condition expresse de renoncer à l'exercice effectif du pouvoir. Leur influence est contenue, leur discours diabolisé, leur personnel politique mis en cause, leur action entravée par des coalitions fragiles ou des exclusions de principe. Ils avancent, mais ils restent bien dans une cage. Alors faut-il pour autant abandonner l'idée d'une rupture plus profonde encore? Peut-être pas, mais au-delà des batailles électorales, il y a une toute autre dynamique qui se déploie, souterraine, mais tout de même implacable, le changement démographique. Avec la disparition progressive de la génération des baby-boomers, dernier bastion d'un attachement majoritaire au centrisme politiquement correct, et la montée numérique des populations issues de l'immigration extra-européenne, c'est toute l'architecture mentale
de l'électorat qui se transforme. Ce bouleversement silencieux pourrait, à terme, imposer une recomposition complète du paysage politique où les clivages actuels paraîtront obsolètes. Le centrisme disparaîtra, les chemins entre gauchisme et islamisme se sépareront à fur et à mesure que le système social deviendra impayable, et le conservatisme deviendra probablement l'orientation majoritaire des Européens de souche. Ce qui n'impliquera probablement que très peu de changements au niveau de sa représentation parlementaire, vu le remplacement des populations. Mais si la représentation démocratique risque de stagner, la lutte va sans doute se radicaliser, car avec la disparition du centrisme, la haine entre islamisme, wokisme et conservatisme va s'intensifier loin au-delà de ce que nous connaissons actuellement. D'un Merci. certain point de vue, la lutte en deviendra plus honnête. D'un autre côté, les coalitions à peu près impossibles, car la base même de la solidarité politique disparaîtra chacune des trois orientations ayant une vision diamétralement opposée de l'identité, de la tradition, de l'histoire et de la patrie. Merci beaucoup, David Engels.